Bonjour Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je me propose de vous exposer les motifs permettant de conclure que la France a méconnu les droits fondamentaux des peuples et des minorités par la violation des dispositions légales et réglementaires ainsi que la règle constitutionnelle pour parvenir à imposer le projet de liaison dit Lyon-Turin. Elle a également méconnu le droit des citoyens en n'organisant pas le débat public prévu par la loi pour les grands projets financés par l'argent public. Je vous exposerai successivement la méconnaissance de l'évaluation socio-économique, règle préalable à l'indispensable décision, le défaut d'organisation du débat public et un principe de la République française qui a été bafoué dans le cadre du projet Lyon-Turin, un dossier marqué par des conflits d'intérêts extrêmement graves, l'absence d'impartialité et une déloyauté d'une grande partie de la classe politique et des services de l'État envers le public. Enfin, la méconnaissance du droit des personnes handicapées et à mobilité réduite. Je tiens tout d'abord à rappeler que la méconnaissance de ces textes est également à l'origine du processus de répression violente de la légitime contestation qui s'est organisée à Sivens, qui a mené à l'utilisation par la gendarmerie d'une grenade offensive F1, arme de guerre, jetée par un gendarme sur Rémi Fraisse le 26 octobre vers 1h du matin, qui a provoqué sa mort par l'explosion. C'est l'utilisation d'une arme de guerre contre une population civile en contravention avec les accords de Genève. Ça s'appelle comment le fichier? PTT. PTT. L'ultimo. L'évaluation socio-économique, règle préalable et indispensable à toute décision en matière de projets d'infrastructure pour des projets financés même partiellement avec l'argent public. La loi d'orientation des transports, qui a été promue le 30 décembre 1982, prévoit à l'article 1er que le système de transport intérieur doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales avantageuses pour la collectivité. L'article 14 de la même loi, du 30 décembre 1982, précise que les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à un financement public en totalité ou partiellement sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement. Il est également précisé qu'ils doivent tenir compte de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux, du coût financier et plus généralement des coûts économiques réels et des coûts sociaux. Ce texte est toujours d'actualité puisqu'il a été recodifié dans le Code des transports au mois de décembre 2010. L'objectif de ce texte est de façon évidente de répondre au principe de la bonne utilisation et du principe de précaution dans l'utilisation de l'argent public. Je voudrais juste m'interrompre parce que je m'excuse pour les interprètes, je suis extrêmement attentif au conflit d'intérêts et donc, comme j'ai remarqué que l'un des juges s'appelait Monsieur Ibanez, je déclare devant votre tribunal n'avoir aucun lien direct ni indirect, ni familial, ni d'autre sorte avec le juge, puisque nous portons le même nom et il pourrait y avoir une contrainte d'homonymie. Excusez-moi. 10 ans après cette loi de 1982, le 15 décembre 1992, la circulaire Bianco, du nom du ministre de l'Équipement, précisait qu'il devait y avoir l'organisation d'un débat public pour juger de l'intérêt économique et social, en précisant qu'il permettra aux élus, aux forces sociales, économiques, associatives, à chaque citoyen de s'informer et de débattre des enjeux économiques et sociaux et environnementaux du projet. Puis en 2004 et 2005, 12 ans plus tard,
M. Gilles de Robien, ministre des Transports, publiait une instruction cadre portant justement sur l'évaluation socio-économique des projets, avec une formule de calcul qui permet normalement aux élus, mais également aux juges et à chaque citoyen de se prononcer sur l'opportunité des projets en fonction du calcul de la valeur actualisée nette. C'est cette formule qui permet de répondre à la question qui est posée par la loi, de savoir s'il y a ou pas efficacité économique selon le texte de 1982. Alors, je vais vous projeter cette formule car vous pourrez comprendre que l'ensemble des élus, des associations et des citoyens sont parfaitement capables de répondre de manière intuitive à cette formule. On lit dans cette instruction cadre des passages de bon sens, malgré l'évidente difficulté à la décrypter. Le premier passage de cette instruction cadre est de dire que l'évaluation doit se faire à partir du service rendu en recherchant l'optimisation de l'exploitation d'infrastructures existantes avant de proposer leur développement. Il est intéressant de regarder cette formule car vous avez un des paramètres qui s'appelle EBE, excédent brut d'exploitation, qui ne peut pas dans le cadre du Lyon-Turin être défini puisque les tarifications prévisionnelles n'ont pas été définies. De la même manière, il n'est pas possible de déterminer les intérêts financiers par cette formule, parce qu'au jour où je vous parle, le financement du projet n'est toujours pas connu. Et donc, l'intérêt n'est toujours pas connu. À ces textes, il faut ajouter celui qui a permis de créer Réseau Ferré de France le 5 mai 1997. Il est écrit dans l'article 4 de ce décret, « Réseau Ferré de France ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public local ou national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquences négatives sur les comptes de Réseau Ferré de France durant la période d'amortissement. » Bien évidemment, lorsque le financement n'est pas connu, la garantie de la collectivité ou de l'État ne peut être apportée pour des conséquences qui ne seraient pas négatives, et ça l'est encore moins lorsque le niveau de tarification n'est pas connu. Une nouvelle fois, je présente mes excuses aux interprètes en les remerciant pour leur travail. Mais tout à l'heure, on vous a parlé d'une ligne, Sabine vous a parlé de la ligne Bordeaux-Hendaye. Il est intéressant, alors ça c'est sur la côte ouest atlantique, il est intéressant de regarder la côte est méditerranéenne avec la traversée est des Pyrénées entre Figueras et Perpignan. Ce projet a été présenté comme une nécessité absolue, comme le Lyon-Turin, de traverser un obstacle géographique, les Pyrénées, de relier deux grandes métropoles, Lyon et Barcelone, de développer le fret ferroviaire et d'améliorer les temps de parcours pour les voyageurs entre Paris et Barcelone, Lyon et Barcelone. Cette ligne qui a été inaugurée pour un coût au kilomètre de 25 millions d'euros, inaugurée en 2010, a déposé le bilan en juillet 2015, est en faillite actuellement. La question qui se pose donc par le non-respect de cette formule extraordinaire, c'est comment une ligne à 25 millions du kilomètre dépose-t-elle le bilan et quel temps faudra-t-il pour faire faillite sur une ligne à 150 millions du kilomètre. La règle posée dès la création de Réseau Ferré de France, la règle posée dès la création de Réseau Ferré de France est limpide. Pas de nouveau projet sans engagement de financement du demandeur.
La règle de la loi d'orientation des transports définit la règle de Réseau ferré de France, elle n'est pas moins claire, pas de projet sans évaluation préalable. Ces textes répondent en fait et en droit à un principe fondamental en France, qui, je tiens à le préciser devant votre tribunal, n'est pas forcément la grande patrie des droits de l'homme que l'on peut croire. Ce principe fondamental est: tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Il s'agit de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1789. Il n'a fallu à la France que 200 ans pour sortir le premier texte permettant l'évaluation des projets avec le débat public, mais aujourd'hui, il n'est toujours pas respecté. Dans le cas du Lyon-Turin, il est établi que ni la tarification prévisionnelle ni le financement ne sont connus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le Conseil d'État a considéré qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients et les autres atteintes aux intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il n'est cependant pas sûr qu'il maintienne cette position dans le dossier Lyon-Turin, dans la décision qu'il doit rendre le 9 novembre prochain. Pourtant, dès 2012 et à 4 reprises, la Cour des comptes a elle-même publié des analyses similaires à celles de l'opposition au projet Lyon-Turin en février 2012, en juillet 2012, en août 2012 et en octobre 2014. La Cour des comptes a remis en cause les prévisions erronées et confirmé que ce projet ne répond pas aux exigences de l'évaluation socio-économique. En n'appliquant pas les dispositions légales d'évaluation préalable, ce sont donc bien les droits des citoyens qui ont été bafoués. Ce sont les citoyens qui devront faire face aux inévitables pertes d'exploitation sans intérêt général ni utilité publique. Ils l'ont été d'autant plus que la loi française prévoit le débat public avec la participation de chaque citoyen. Le débat public, un principe de la République française bafoué dans le cadre du Lyon-Turin. Le 15 décembre 1992, la circulaire Bianco précisait donc qu'il y avait une absolue nécessité à organiser le débat public, car les insuffisances conduisent souvent à la mise en cause et à la légitimité des projets et de toute décision de réalisation, quelle qu'elle soit. 1992. Le 10 mai 1996, un décret d'application était publié, mais dans le cas du Lyon-Turin, 10 jours avant, le 30 avril 1996, le gouvernement publiait 2 décisions pour interdire tout débat public aux citoyens dans le dossier Lyon-Turin. Des modifications substantielles sont apparues dans le projet depuis 1991, à commencer par le décuplement du prix passant de 3 milliards d'euros à 30 milliards d'euros. La saturation de la voie existante était alléguée, elle a disparu. Mais le débat public a été confisqué par un artifice et une manœuvre du ministre Michel Barnier, qui était lui-même le promoteur du projet Lyon-Turin. L'instruction cadre de 2004 précisait également l'importance du débat public, en précisant 10 ans après le texte de 1992, il n'est plus de projet qui ne provoque de débat, voire de controverses, souvent longs, auxquels participent les élus et les citoyens. Plus loin, le texte recommande, pour répondre à cette situation, d'apporter des réponses motivées, explicatives et didactiques aux questions que tout citoyen ou groupe représentatif est en droit de se poser, de diffuser les informations de nature à faciliter la compréhension du projet, d'assurer la transparence de bout en bout
en donnant à tout moment accès aux documents techniques et aux calculs à tous ceux qui le souhaitent et se prêter aux contre-expertises. Comme vous l'a démontré tout à l'heure Geneviève Coiffard, tant dans le dossier Notre-Dame-des-Landes que dans les autres dossiers, ce texte n'est jamais respecté. Bien plus fort, les services de l'État s'occupent de réunir confidentiellement les parties de manière à ce que la population n'ait pas accès aux informations. 10 ans après encore, le président de la République est intervenu pour faire semblant d'organiser une consultation avec une formule sur la démocratie participative qui est restée sans lendemain. Il est là aussi démontré que le débat public n'a pas eu lieu et qu'a été organisée la confiscation même de ce débat public en France. Sur le droit des personnes handicapées qui a été bafoué, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que toute personne a le droit à la liberté d'expression qui comprend la liberté de recevoir, de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence. L'article 14 précise que tous les droits accordés par la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent faire l'objet de discrimination. Pourtant, en France, lors de l'enquête publique sur le Lyon-Turin, les dossiers ont été entreposés dans des mairies inaccessibles au handicap. Pourtant, en France, lors de l'enquête publique, les dossiers n'étaient que sous forme papier, ce qui a interdit aux personnes touchées du handicap visuel d'y avoir accès. Nous avons soulevé ces problèmes devant le Conseil d'État et le ministre de l'Écologie a osé répondre le texte suivant. Au demeurant, la circonstance, si elle venait à être établie, que certaines communes n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour rendre le dossier d'enquête publique accessible aux personnes à mobilité réduite, ne peut être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant constitué un vice de procédure substantielle, dès lors que le projet attaqué a connu une participation massive de la population concernée. C'est-à-dire que le ministre de l'Écologie, le gouvernement français, considère que le droit des minorités peut être bafoué et qu'il l'écrit devant le Conseil d'État. Je voudrais simplement, pour conclure, rappeler quelques textes fondateurs de notre République qui ne sont plus respectés aujourd'hui dans aucun des projets qui sont présentés et qui sont imposés. Le premier, c'est qu'il s'agit de la liberté d'expression qui est définie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le deuxième, qui me paraît extrêmement important, c'est l'article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Sauf erreur de ma part, le fait que les personnes à mobilité réduite ou les personnes souffrant d'un handicap visuel puissent s'informer et s'exprimer ne peut pas préjudicier à l'exercice du droit de la liberté d'autres personnes. L'article 10 indique que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Geneviève vous a fait la démonstration que l'ensemble des mouvements en France sont réprimés et persécutés. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme nous indique qu'il y a une nécessité d'avoir une force publique, que cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pas pour l'utilité particulière de celles auxquelles elle est confiée. L'article 14, je vous en ai parlé, et l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Aujourd'hui, en France, ces droits ne sont plus respectés, que ce soit pour
les grands projets inutiles que l'on peut considérer, du fait de la méconnaissance de ces textes fondamentaux, comme imposés, mais également auprès de tous les lanceurs d'alerte qui se trouvent en France et qui se trouvent eux-mêmes poursuivis en justice. Je voudrais simplement vous remettre une clé USB avec un film de 52 minutes qui a été projeté à la télévision mardi dernier. Dans ce film, un ancien ministre explique comment il a réussi à faire revenir la France à l'état féodal en allant voir le roi Jacques Chirac, lui seigneur de sa contrée, pour lui expliquer qu'il fallait imposer ce dossier malgré des rapports remis au ministre disant qu'il ne fallait pas le faire. Il s'en prévaut à la télévision publique. La France est revenue à l'état féodal avec le droit des rois et de ses seigneurs. Je vous la remets pour que vous en ayez la lecture.